Salut, dans cette vidéo, on va voir l'anatomie principalement descriptive de l'artère carotide externe. Donc, artère carotide externe, ici présente, qui présente de nombreux intérêts à être su, notamment le fait qu'elle est l'artère, en gros, qui donne les branches les plus sensibles du corps humain, notamment l'artère maxillaire, ici, et l'artère faciale. Donc évidemment, cette sensibilité des artères est liée à une activité vasomotrice très importante, notamment pour la faciale parce qu'elle est, on va dire, en superficie du visage, donc directement en première ligne par rapport aux variations de température. Et évidemment, effectivement, elle change régulièrement de calibre. En fonction de la température extérieure notamment. À noter également que les relations sociales ont une incidence importante aussi sur la vasomotricité de ces artères de la face par rapport à certaines émotions. Je ne rentre pas plus dans les détails ici, mais ça explique en grande partie la sensibilité importante de la face. Ajoutons également que les tissus... Les tissus superficiels de la face sont extrêmement sensibles. Et il en va un peu de même pour l'artère maxillaire qui vascularise quant à elle les muqueuses, principalement de la cavité nasale et des sinus paranasaux. Voilà. Et une partie, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais une partie de les muqueuses de la cavité buccale. Donc évidemment, pareil, ce sont des tissus très sensibles. Donc voilà, un intérêt parmi d'autres. Donc, avant de présenter la description de l'artère carotide externe, je vous rappelle que je mets à votre disposition, enfin j'essaye en tout cas de mettre à votre disposition les PDF contenant les illustrations en lien avec l'artère carotide externe ici. Donc si ça vous intéresse pour vos révisions, vous pouvez trouver le lien normalement en description de cette vidéo. Voilà, et il vous suffit juste de vous inscrire à la newsletter, vous recevrez le PDF contenant quelques planches sur l'anatomie de l'artère carotide externe. Voilà. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc l'artère carotide externe naît de la division de l'artère carotide commune, droite ou gauche, ici, en regard à peu près en général du bord supérieur du cartilage thyroïde, ici. Et donc évidemment c'est une origine qui est variable, qui s'étale entre C3 et C5. Ici, donc là, c'est une origine assez basse. Et du coup, évidemment, il y a énormément de variations quant à l'origine de l'artère carotide externe. Mais pareil, on va commencer par apprendre la forme la plus classique. Donc, retenez principalement en regard de C4 à peu près, C5, cartilage thyroïde, bord supérieur. Donc, elle est d'abord placée, alors là, c'est pas très bien représenté, mais d'un point de vue des rapports, elle est classiquement décrite comme faisant une torsade par rapport à l'artère carotide interne qui est un peu plus antérieure et la carotide externe est un peu plus postérieure. Mais évidemment, là encore, il y a énormément de variations. Donc, bon, ça c'est un détail qui est vraiment anecdotique, qui est plus, plus intéressant pour les chirurgiens. Voilà. La région ici de division présente une autre particularité, c'est qu'on a ici, donc on voit ici un renflement à l'origine de l'artère carotide externe et de l'artère carotide interne. Il s'agit du sinus carotidien, sinus carotidien qui est riche en barorécepteurs qui enregistrent les modifications de pression au sein de la lumière des vaisseaux. Et on a ici en arrière, qui est un petit peu représenté ici, je pense que c'est ça qui est représenté, c'est le glomus carotidien, qui lui contient des chémorécepteurs, qui eux enregistrent les variations, on va dire, chimiques du sang, et notamment la concentration en oxygène. Et du coup, évidemment, là on le voit pas, mais on a au moins un nerf qui vient au niveau du glomus et du sinus, c'est une branche du nerf glossopharyngien, donc le 9e nerf crânien, qui est le nerf de Hering, et qui innerve ces deux structures, on va dire, neurovasculaires. Voilà. Donc l'origine, ensuite la terminaison. Donc la terminaison de l'artère carotide externe se fait par division en deux branches au niveau de un espace qui est l'espace de la loge parotidienne, comme on le verra dans les vignettes suivantes. Là juste je termine pour bien qu'on voit les deux branches terminales. Donc on a
deux branches, donc une division qui se fait à peu près en regard du col du condyle de la mandibule ici, donc en dessous, et qui est la résultante de la division donc par angle droit de l'artère maxillaire ici, qui passe en dedans de ce fameux col de la mandibule, col du condyle de la mandibule, et une artère dite temporale superficielle qui elle continue vers le haut de manière verticale pour ensuite traverser la glande parotide et se retrouver donc au niveau de la région temporale. D'où son nom évidemment. Donc on va voir sans plus attendre un petit peu plus la loge parotidienne. Voilà, donc ici je vous ai mis très rapidement la loge parotidienne sans les vaisseaux, donc on va le voir avec les vaisseaux. Donc là on voit effectivement la loge parotide avec l'arc zygomatique ici, l'arcade zygomatique, et ensuite ici on a le canal parotidien de Sténon qui passe en dehors du masséter et qui va traverser le buccinateur ici pour rejoindre la cavité buccale. Et donc la parotide, voilà, on a une parotide intermédiaire. Voilà, et donc la glande parotide en vue un petit peu ex situ, donc elle est donc ici accompagnée d'autres glandes salivaires, hein, donc les glandes maxillaires ou submandibulaires et les glandes sublinguales. Hein. Et du coup, évidemment, toutes ces glandes fabriquent la salive et certaines branches de l'artère carotide externe vasculariseront toutes ces glandes. Voilà. Donc, on va voir maintenant les rapports de la glande parotide, et enfin les rapports des vaisseaux avec la glande parotide. Alors voilà, on a mis juste les artères. Il faut savoir qu'il y a aussi les nerfs et les veines qui traversent cette glande, mais ici, puisqu'on en est à parler de l'artère carotide externe, on va se contenter de voir l'artère carotide externe et son rapport avec la glande parotide dans la loge parotidienne, ici. Hein. Là, évidemment, sur cette modélisation-là, on voit que l'artère carotide externe ne traverse pas la glande et en dedans de la glande. Alors, il y a certaines descriptions anatomiques qui font état de justement la présence de l'artère carotide au sein, enfin en tout cas, oui, la terminaison de l'artère carotide et ses deux branches terminales au sein de la glande parotide. Donc j'imagine que là aussi la topographie est sujette à variation. Voilà, donc retenez qu'il y a les deux, que ce soit l'artère est au sein de la glande, hein, qui est vraiment au cœur de la partie la plus profonde de la glande, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais est coupée en deux par l'arrivée du nerf facial qui va innerver les muscles de la face et qui donc découpe la glande parotide en deux plans. Et donc on a un plan plus superficiel, un plan moyen qui est le plan de la division des branches du nerf facial, et ensuite on a un plan plus profond dans lequel on retrouve l'artère carotide externe et ses deux branches terminales. Donc voilà pour ce qui est de la terminaison. Donc intéressons-nous au trajet maintenant et commençons par rester sur cette vue là pour le trajet, parce qu'il y a une petite particularité ici. Là encore, alors attendez, je vais virer les annotations. On a donc, on l'a dit, l'artère carotide externe qui naît au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde ici, et qui se dirige donc verticalement en haut et légèrement en avant, et normalement elle s'extériorise un petit peu, puisqu'elle est plus interne au démarrage, au départ. Et là, on voit qu'elle passe en dehors d'un muscle qui est le ventre postérieur du muscle digastrique. Hein. Et elle passe en dehors, et elle passe également en dehors d'un autre muscle qui est, voilà, qui est le muscle ici, qui est le muscle stylo-yoïdien. Voilà, qui donc s'insère sur le processus styloïde, ici, là, qu'on voit ici, et qui va se terminer sur la petite corne et encore là, ils ne l'ont pas représenté sur la petite corne, alors là aussi c'est variable, soit le muscle se termine sur la petite corne de l'os-hyoïde, soit plutôt sur la grande corne. Donc là c'est représenté sur la grande corne, et on a donc le tendon terminal de ce muscle stylo-yoïdien qui se divise en deux et qui laisse passer le ventre postérieur, le tendon du ventre, le tendon intermédiaire du digastrique, voilà, et donc plutôt la partie postérieure. Et par rapport à ça, classiquement, en fait, il est plutôt l'artère carotide externe est plutôt décrite comme passant en dedans
du muscle digastrique et du muscle stylo-hyoïdien. Et donc là, on a pareil, mais pareil, je suppose, je n'ai pas poussé les études approfondies sur les différentes variations de trajet de l'artère carotide externe, mais j'imagine qu'il y a de nombreuses variations quant à l'origine et le trajet et à la terminaison de l'artère carotide externe. Donc là, on a un passage qui se fait en dehors du digastrique, mais elle est souvent décrite comme passant donc en dedans du muscle digastrique et du muscle stylo-hyoïdien, et en dehors d'un autre muscle qu'on va voir tout de suite. Donc non, avant de voir le muscle en question, juste on regarde, voilà, on prend une vue sans la glande parotide, et donc on revoit donc l'origine du muscle stylo, donc appendice, enfin processus styloïde ici, et terminaison sur la grande corne de l'os hyoïde ici. Et donc on a le stylo-hyoïdien et le muscle digastrique avec son ventre postérieur, son tendon intermédiaire qui passe à la fois entre les deux chefs terminaux du muscle stylo-hyoïdien et à la fois dans une coulisse ici qui arrime véritablement le tendon à la grande corne. Voilà. Donc ça, c'est normalement les rapports externes de l'artère carotide externe. Donc là, on a vu juste avant qu'elle peut passer aussi en dehors, ici, comme ceci, hein, puisque de toute façon, sa terminaison, elle va se faire effectivement à ce niveau-là, au niveau, voilà, d'à peu près du col, du condyle, de la mandibule. Mais du coup, quoi qu'il en soit, ce rapport du muscle digastrique est un rapport important parce qu'en fait, il va, comment dire, permettre de délimiter deux segments à l'artère carotide externe, un segment inférieur et un segment supérieur. Et le segment inférieur est principalement le segment des branches collatérales principales de l'artère carotide externe, alors que le segment supérieur, qui correspond en fait à l'artère dans la loge parotidienne et dans la glande parotide, est le segment des terminales avec quelques petites collatérales supplémentaires, mais qui sont nettement moins importantes que les collatérales qui naissent au niveau du segment inférieur. Mais parlons de cet autre muscle par lequel passe, enfin, cet autre muscle qui délimite ce qu'on appelle la fourche stylienne externe. Voilà, donc l'autre muscle, alors ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas rajouté, je ne trouve pas de vue où on a à la fois ce muscle-là, ici, qui naît lui aussi, comme vous pouvez le voir, du processus styloïde, et qui donc se dirige vers la langue et les muscles de la langue, et donc qui est le muscle styloglosse. Voilà, donc le muscle styloglosse qui est en dedans des deux muscles précédents qu'on a vus, qui étaient le muscle digastrique et le muscle stylo-hyoïdien. Et on a également ici un autre stylo, un autre muscle qui naît du processus styloïde, c'est le stylo pharyngien, comme on peut le voir, là il se dirige, il descend vers le constricteur supérieur du pharynx. Voilà. Et donc, ça c'est un repère intéressant, donc je vous l'ai dit à la fois parce que l'artère carotide externe, classiquement, elle est décrite comme passant dans cette fourche externe constituée en dedans par le muscle styloglosse et en dehors par les muscles stylo-hyoïdiens et digastriques. Ajoutons voilà, le nom des muscles voisins. Donc le muscle ici qui naît de la grande corne de l'os hyoïde et qui se termine sur le muscle styloglosse, c'est le muscle hyoglosse. Et donc ça va être un repère intéressant par rapport au trajet des branches, certaines branches collatérales de l'artère carotide externe. Hein. Et ensuite ici, on a un autre muscle qui vient vraiment fermer le plancher buccal, c'est le muscle mylohyoïdien. Et on va continuer avec les branches collatérales de l'artère carotide externe. Donc on l'a dit, les branches collatérales, elles naissent du segment inférieure principalement, hein, et du coup la première d'entre elles est l'artère thyroïdienne supérieure. L'artère thyroïdienne supérieure donc naît assez vite, normalement là elle est représentée assez haute, là encore une fois il y a des variations, mais en général bon, ce qu'on peut noter c'est qu'effectivement il y a une zone de ligature, enfin une zone libre d'origine artérielle pour l'artère carotide externe,
où on peut faire la ligature de l'artère. Et en général, il est décrit que l'artère thyroïdienne supérieure naît vraiment tout de suite à l'origine de l'artère carotide externe, et ensuite on a un petit espace d'une dizaine de millimètres avant l'origine des autres artères, et c'est là que viennent se faire les ligatures de l'artère carotide externe en chirurgie. Bref, l'artère thyroïdienne supérieure, comme on peut le voir, a un trajet donc descendant, donc elle est antérieure, hein, puisque les artères, on en distingue trois types au niveau de l'artère carotide externe. On a les branches collatérales antérieures, dont l'artère thyroïdienne supérieure fait partie, les branches postérieures et les branches médiales. Enfin, il n'y en a qu'une de branche médiale, comme on le verra, c'est la pharyngienne ascendante. Donc l'artère thyroïdienne supérieure est une branche antérieure, branche collatérale antérieure de l'artère carotide externe, avec la linguale ici, et un peu plus haut avec l'origine de la faciale. L'artère thyroïdienne supérieure donc descend en bas et en avant, légèrement en dedans, et va donner plusieurs branches. Donc certaines branches, donc c'est des branches pour le larynx ici, qui est l'osioïde, mais on va avoir l'artère ici, laryngée supérieure, qui va perforer la membrane thyroïdienne ou thyroïdienne et se retrouver à l'intérieur du larynx. Comme on peut le voir ici, elle traverse cette membrane et elle se retrouve à l'intérieur du larynx, ici. Et ensuite, voilà, donc là on a des branches pour les muscles, là, donc c'est très certainement une branche musculaire du muscle sternocléidomastoïdien qui vient recouvrir, si vous voulez, la structure qu'on est en train de décrire ici. Donc artère thyroïdienne supérieure qui descend et qui rejoint le sommet du lobe thyroïdien correspondant, donc ici à gauche, et qui va se diviser en trois branches principales qui iront s'anastomoser avec les autres branches qui vascularisent la glande thyroïde. C'est la thyroïdienne inférieure qui naît du tronc, ici qui a été représenté, tronc thyro-bicervico-scapulaire, ici, donc branche de l'artère subclavière, et on a également une autre branche thyroïdienne qui est décrite comme inconstante, qui est l'artère thyroïdienne IMA, anciennement artère thyroïdienne de Neubauer. Voilà. Voilà pour l'artère thyroïde. Ajoutons à cela évidemment, on ne les a pas représentés ici, mais vous avez les glandes parathyroïdes qui sont situées en arrière des deux lobes thyroïdiens et qui sont évidemment vascularisées par les artères thyroïdiennes, la supérieure, l'inférieure et la moyenne, enfin l'artère thyroïdienne IMA. Alors, ensuite on va passer à l'artère linguale. Donc l'artère linguale, on l'a déjà dit, elle naît à la partie antérieure de l'artère carotide externe et elle se dirige donc en avant et en dedans en direction des muscles de la langue, et elle va se diviser assez rapidement en plusieurs branches. Et on l'a dit, je vous le rappelle, que effectivement son rapport, elle va passer, là on a la naissance du muscle iogloss ici, et qu'elle va passer en dedans. Hein. Donc là, si on rajoutait le muscle iogloss, évidemment, on ne verrait plus l'artère parce que l'artère linguale passe en dedans. Et pareil, si on rajoutait le muscle mylohyoïdien, qui n'est pas présent ici, on ne verrait plus l'artère linguale puisqu'elle chemine, je peux le montrer, elle chemine vraiment ici entre ces différents muscles. Voilà, elle passe ici en dedans, là il y a un petit espace qui laisse passer l'artère linguale. Donc je reviens ici sur l'artère linguale et ses branches. Donc on a évidemment ici une artère supra-hyoïdienne, une artère dorsale de la langue ici, qui va donc vasculariser la partie la plus postérieure des superficielles de la langue. Et ensuite on a les deux branches terminales principales de l'artère, à savoir l'artère sublinguale, qui va donner, donc qui va se distribuer aussi à la glande sublinguale, et l'artère ici linguale profonde, qui donnera aussi des rameaux pour les artères. D'ailleurs, c'est elle plus qui donnera d'ailleurs des branches. Enfin, si, non, c'est bien ce qui me semblait, c'est l'artère sublinguale. Ici, on peut le voir,
elle va aller se distribuer, alors évidemment elle se distribue également aux muscles en présence, mais elle va se distribuer aussi à la glande sublinguale, alors que l'artère linguale profonde se continue vraiment dans toute la longueur de la langue. Et ensuite, il manque, alors elle n'a pas été décrite là, mais on a également une artère pardon, qui va jusqu'à la pointe de la langue. Alors est-ce que c'est la... Parce qu'en fait en ancienne nomenclature on parle de l'artère ranine, et effectivement ici en nouvelle nomenclature ça doit être la dorsale profonde, non, normalement ça doit être là il y a une petite variation, encore une fois, c'est le problème des variations anatomiques, c'est que effectivement d'une description à l'autre ça peut changer un petit peu. Retenez donc quand même que voilà, on a l'artère dorsale, voilà, bon, l'artère dorsale de la langue, qui est vraiment la partie postérieure, et ensuite on a un rameau qui lui est donc anciennement l'artère ranine, et qui va vraiment aller jusqu'à la pointe de la langue, alors qu'on a ensuite donc des artères plus, une artère pour la glande salivaire, la glande sublinguale, et une artère linguale profonde pour vraiment les structures plus musculaires, hein, pour la motricité de la langue. Ensuite on va passer à l'artère faciale, et donc juste avant de me représenter l'artère, on regarde juste un petit peu le territoire de l'artère faciale, hein, puisque l'artère faciale va passer, va d'abord un trajet intramandibulaire ici, où elle va donner des branches principalement palatines et pharyngées, et ensuite elle va se retrouver à passer au bord antérieur du masséter ici, et se retrouver au niveau de la face, et elle va ensuite avoir un trajet oblique en haut, en avant et en dedans, pour venir se terminer ici, on va dire au coin de l'œil, entre guillemets, donc où elle s'anastomosera avec une branche de l'artère ophtalmique, enfin même l'artère ophtalmique qui va venir se diviser dans ces deux branches terminales, la supraorbitaire et la supratrochléaire, et donc elle va s'anastomoser avec l'artère faciale. Et du coup, on aura donc un territoire qui sera anastomosé entre l'artère carotide interne via l'ophtalmique et l'artère carotide externe via la faciale. On se retrouve avec cette artère faciale qui, donc, on l'a vu, n'est plus haut que la linguale, ici présente. Donc la faciale, elle est ici. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, elle a un trajet d'abord intramandibulaire, ici, où elle va donner plusieurs branches, et notamment des branches musculaires, et une branche aussi, des branches ici, qui n'a pas été détaillée, la branche pour la faciale, on va avoir la palatine ascendante, ici présente. Hein. Et ensuite, donc l'artère contourne l'angle inférieur de la mandibule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et va se retrouver en dehors de la mandibule, et donc le masséter, enfin la limite, le bord supérieur du masséter constitue la limite pour retrouver l'artère, puisqu'en général, l'artère émerge au niveau du bord supérieur du muscle masséter. Et ensuite, elle va donner plusieurs branches. Donc on a une branche ici submentale, ici, qui va jusqu'à la pointe du menton. Et ensuite, on a différentes branches. Hop. Ici, on voit, bon, ça on verra avec la maxillaire, mais du coup, ça c'est une des branches de terminaison d'une branche maxillaire ici. Et on a ensuite ici une artère labiale inférieure. Alors ici, ils l'ont représenté doublement. En général, il y a la submentale et il y a une artère labiale inférieure. Encore une fois, j'imagine qu'on peut avoir des petites variations et des artères supplémentaires, surnuméraires. On a une artère labiale supérieure, comme l'inférieure, et donc là il faut imaginer le muscle orbiculaire et les artères qui cheminent dans le muscle et qui vascularisent donc ces tissus. Et on a ensuite des artères nasales ici qui vont aller vers le septum, hein, donc c'est même des artères septales inférieures, il me semble, de mémoire. Là ils n'ont pas donné le nom. Et ensuite, donc, on a une anastomose ici avec l'artère infraorbitaire, branche de la maxillaire, on verra ça après. Hein. Donc là, on a effectivement, on voit à travers la fissure orbitaire inférieure ici
le passage d'une artère, c'est l'artère infraorbitaire qui va ensuite passer dans le canal infraorbitaire et venir s'anastomoser avec l'artère faciale. Et ensuite, on a donc des artères nasales ici, branches de la faciale, qui vont vasculariser donc les cartilages du nez. Hein. Et enfin, on a donc l'anastomose avec l'ophtalmique ici. Donc, je vous l'ai dit, on avait l'artère supraorbitaire supérieure, enfin, l'artère supraorbitaire tout court, l'artère supratrochléaire, et on a une branche donc de l'ophtalmique qui vient s'anastomoser avec la faciale, qui ici se poursuit jusqu'à la partie frontale centrale de l'os frontal, hein, tout simplement. Et voilà, on a une artère dorsale du nez pour les os nasaux, dont on ne voit pas les sutures ici, mais voilà, juste au-dessus des cartilages nasaux, on a les sutures nasales. On passe maintenant à l'artère pharyngienne ascendante, donc qui est la branche qui naît en dedans de l'artère carotide externe, ici comme on peut le voir, hein, et qui a un trajet, comme son nom l'indique, ascendant, et qui va venir longer le pharynx, et surtout dans sa partie supérieure, et donc distribuer, donner des branches pour la partie supérieure du pharynx. Mais pas seulement, puisqu'on va avoir également des artères méningée, donc on va avoir l'artère, la naissance de l'artère méningée postérieure, ici représentée par le tronc neuroméningé ici. On aura une branche, donc, enfin on aura des branches pour le tympan et l'oreille, donc externe et moyenne, avec donc la branche Eustachian branch, c'est donc la branche pour la trompe auditive, hein, anciennement la trompe d'Eustache. Donc les branches, une branche pour le clivus ici, et donc voilà, on a plusieurs branches, et notamment une branche aussi tympanique inférieure, donc qui va aller vasculariser le tympan, en passant par, alors elle est où la tympanique? Ici, voilà, donc là c'est assez dur à suivre, elle va passer, bon ils n'ont même pas fini son trajet, donc voilà, est-ce qu'elle va passer? Oui, elle va très certainement passer par un orifice. Ils n'ont pas fini son trajet ici, donc difficile de savoir par où elle va passer, mais vu son orientation, elle va sûrement passer par un petit foramen, je vérifierai ça. Et ici, donc c'est dommage qu'ils ne rajoutent pas sur ce logiciel les artères directement pour montrer aussi la vascularisation du pharynx avec juste les artères ou juste les veines. Mais on voit ici donc que les artères vont venir tapisser le pharynx, sa partie postérieure et supérieure. Ensuite, on va s'intéresser aux deux branches qui naissent à la partie postérieure de l'artère carotide externe. Il s'agit de l'artère occipitale et de l'artère auriculaire postérieure. Donc, l'artère occipitale, tout d'abord, donc elle naît à peu près au niveau de l'artère linguale et elle va longer. Là, il faut imaginer qu'on a le muscle digastrique qui passe et du coup, elle est d'abord en dessous du bord inférieur du ventre postérieur du muscle digastrique. Hein, et elle va passer en dedans de ce muscle et remonter donc en direction du processus mastoïde ici, qu'elle va contourner en dedans pour passer donc ici et se retrouver dans la région occipitale où elle va s'épanouir et vasculariser les tissus les plus superficiels, avec notamment la branche mastoïde ici qui va rejoindre la boîte crânienne, la partie interne, et donner des rameaux méningés également. Hein. On aura également donc plusieurs branches, donc une branche musculaire ici pour le muscle sternocléido-mastoïdien, des branches auriculaires, la branche mastoïde on l'a déjà décrite, et voilà, bon là on a une branche descendante qui va vasculariser donc la partie inférieure de l'occiput, et on a ensuite donc une branche, on va dire ascendante, hein, la branche occipitale, qui va se diviser en deux branches, une branche antérieure, voilà, qui va vasculariser vraiment toute la partie
toute la partie la plus latérale de la région occipitale, et s'anastomosé avec l'auriculaire postérieur ici. Et ensuite, on a une branche vraiment pariétale ici, hein, qui rejoint le pariétal, et qui, bon, classiquement, s'anastomose avec la branche pariétale de l'artère temporale superficielle. Et ici, on voit que cette branche-là vient perforer un petit peu la boîte crânienne, la calvaria, et rejoindre la boîte crânienne. On passe maintenant à la dernière branche collatérale principale de l'artère carotide externe, à savoir l'artère auriculaire postérieure, donc qui naît, elle, beaucoup plus haut. Donc là, en l'occurrence, elle naît en général en dedans, enfin, elle naît au-dessus, du bord supérieur du ventre postérieur du muscle digastrique. Et elle, pour le coup, elle le longe vraiment, elle passe pas ni en dedans ni en dehors, elle reste vraiment satellite de ce bord supérieur. Mais bon, le trajet est plus court, donc elle va rapidement passer au niveau du sillon auriculo-mastoïdien pour passer, donc contourner le pavillon de l'oreille, dont elle donnera au passage plusieurs branches, pour se retrouver juste à la partie postérieure de l'oreille, comme on peut le voir. Et donc, elle donne évidemment des rameaux parotidiens, puisqu'elle est vraiment là, ici, en l'occurrence, elle serait directement dans la loge parotidienne, ici, et voire même dans la glande parotide, sur cette visualisation-là. Et on a donc ensuite une branche stylo-mastoïde, voilà, pour les tissus un petit peu locaux, et une branche auriculaire également. Donc elle est une branche auriculaire plutôt postérieure, hein, évidemment, puisque on a des branches auriculaires antérieures ici en provenance de l'artère maxillaire et de l'artère temporale superficielle. Voilà, et on l'a déjà dit, elle vient s'anastomoser ici avec l'artère occipitale, enfin une des branches de l'artère occipitale. Voilà pour les branches collatérales. Donc rajoutons qu'on a des branches parotidiennes, intraparotidiennes, qui naissent parfois directement de l'artère carotide externe, et qu'on a aussi des petites branches collatérales annexes qui vascularisent donc les tissus avoisinants, et notamment donc le muscle sterno-cléido-mastoïdien, qui est un rapport important de la partie basse de l'artère. Donc maintenant, on va passer aux branches collatérales, aux branches terminales, pardon, de l'artère carotide externe. Voilà, donc parlons des artères, enfin de l'artère temporale superficielle. Donc on l'a déjà dit, elle naît donc au sein de la loge parotidienne, dans la glande parotide ou en dedans de la glande parotide, et elle naît par division donc de l'artère carotide externe en une branche horizontale qui est la branche maxillaire et une branche verticale qui est la temporale superficielle, qui va passer donc juste en arrière du condyle de l'articulation temporomandibulaire et en avant du méa acoustique externe. Et elle va donner, comme on le voit, plusieurs branches importantes. Donc ici, on va mettre éventuellement la légende, si vous voulez. On a une branche parotide ici, une branche parotidienne, juste au-dessus de laquelle on va retrouver, donc alors qu'est-ce qu'ils ont mis? Parce que normalement c'est la transverse de la face, voilà, c'est l'artère transverse de la face, et voilà, ah ok, la zygomatico orbitaire, mais qui ne va pas jusqu'à l'orbite, parce qu'en général, bon, elle est représentée régulièrement allant vraiment à proximité du bord latéral de l'orbite. Hein. Donc là, elle est un peu plus courte et elle est un peu plus oblique en haut que ce qu'on voit habituellement sur les représentations de l'artère. Bref, peu importe, c'est l'artère zygomatico-orbitaire. Autre branche collatérale importante de l'artère temporale superficielle. On a également, on l'a déjà dit, une artère auriculaire antérieure, ici. Hop. Et ensuite, on a une artère temporale profonde. Alors là, ils la mettent moyenne, alors que normalement, c'est la postérieure. Alors là, ils la mettent moyenne. Alors je ne sais pas d'où vient la postérieure, puisque normalement, c'est l'artère temporale postérieure, puisque la moyenne est ici, et elle naît de la maxillaire, et l'antérieure est ici. Donc, est-ce qu'il y a des variations encore à cette zone-là? C'est très probable. Ou alors, est-ce que c'est une erreur? C'est probable aussi. En général, elle est plutôt décrite comme étant l'artère temporale postérieure. Puisque justement, la moyenne est ici et l'antérieure est ici.
Donc ensuite, on a les deux branches terminales de l'artère temporale superficielle, à savoir en avant l'artère frontale, qui est justement le siège de certaines déformations dans la maladie de Horton, assez caractéristique, hein, avec une artère qui va avoir un trajet très sinueux, donc une sinuosité de l'artère, qui va, en étant associée à d'autres symptômes comme des troubles visuels et des douleurs assez importantes de la tempe, est en général pathognomonique de la maladie de Horton. Voilà, et on a une branche pariétale également, donc voilà, qui en général aussi pareil, elles ont tendance à aller s'anastomoser avec leurs homologues du côté opposé, ce qui n'est pas le cas ici, il n'y a pas d'anastomose représentée, mais en général c'est un territoire anastomotique avec justement les branches voisines. Donc voilà pour la temporale superficielle, et on va voir maintenant la maxillaire. Donc l'artère maxillaire maintenant, ici donc il y a une résection un petit peu de la mandibule pour permettre de voir l'artère maxillaire. Donc qui voilà, est une artère très importante et qui présente de nombreuses branches collatérales qu'on va voir ensemble ici, de manière assez superficielle. On verra ça en détail dans d'autres vidéos. Pour chaque artère importante de la carotide externe, on fera une vidéo. Donc tout d'abord ici, on peut le voir qu'on a des branches montantes et des branches descendantes. Alors soit effectivement la description de l'artère maxillaire se fait avec voilà, branches montantes, branches descendantes et branches ni montantes ni descendantes comme on peut le voir ici, soit, et c'est ce qui est plus simple, en général on décrit 3 portions à l'artère maxillaire et du coup on décrit les collatérales en fonction des portions. Donc la première portion est la portion mandibulaire, la deuxième portion est la portion ptérygoïdienne et enfin la dernière portion est la portion ptérygo-palatine. Donc tout d'abord, on va voir la première portion mandibulaire et ses branches. Alors, l'artère maxillaire, au niveau de sa portion mandibulaire, donne plusieurs branches. On a d'abord une branche auriculaire profonde ici, accompagnée en avant par une branche tympanique antérieure. Donc voilà, c'est des branches un peu qui ont un trajet plutôt vertical et postérieur. On a ensuite alors on va le faire dans l'ordre, donc là c'est ok, il y a des superpositions là qui sont un petit peu délicates, donc il ne faut pas se faire avoir. Donc je me demandais pourquoi il mettait la méningée moyenne sur le corps de la maxillaire. Donc la méningée moyenne en dedans ici, là comme on peut le voir, alors est-ce qu'on, ça serait bien qu'on voit son trajet, donc là on voit qu'ils font contourner la méningée moyenne ici, parce qu'elle va aller rejoindre le foramen épineux. Donc la méningée moyenne traverse le foramen épineux pour se retrouver au niveau de la base du crâne, hein. Et en avant on a la méningée ou la méningée accessoire qui elle va passer dans le foramen ovale. Mais pourquoi on ne le voit pas? Il est là, le foramen ovale ici, par où passe le 5-3, donc une des branches du nerf trigéminal. Hein. Donc on a deux branches méningées qui sont très importantes, on reverra ça quand on parlera de l'anatomie des méninges et de la vascularisation, parce que c'est très intéressant pour comprendre les migraines. Et on a ensuite une artère alvéolaire inférieure qui va donc venir dans le canal alvéolaire de la mandibule, donc inférieure, et donc cheminer dans la mandibule, et elle va se distribuer à chacune des dents, et également on va la retrouver ici à sa terminaison par une petite branche, une branche qui passe par le foramen mentonnier ici, donc une branche mentonnière de l'artère alvéolaire inférieure. On passe ensuite à la portion ptérygoïdienne. Elle va présenter donc plusieurs artères, et principalement des artères musculaires. Donc on a une artère ptérygoïdienne pour les muscles ptérygoïdiens, une artère massétérique pour le muscle masséter évidemment, et une artère buccale pour le muscle buccal. On a également à nouveau une artère... donc ça c'est... Alors attendez, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la temporale,
Voilà, donc là, eux donnent effectivement une artère temporale profonde postérieure. Voilà, et ça serait la moyenne. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment, la description change un petit peu d'un auteur à l'autre. Classiquement, de ce que j'ai vu, on avait l'artère temporale profonde antérieure, la moyenne et la postérieure. Hein. Parce que là, on ne le voit pas, mais elle vient, normalement, cette branche-là vient perforer le muscle et se retrouver à sa face profonde également. Donc là, effectivement, ici, sur cette nomenclature-là, on a donc la temporale profonde postérieure, et donc on a l'antérieur, et entre les deux, on a donc la naissance de l'artère ptérygoïde, enfin d'une autre artère ptérygoïdienne, donc pour les muscles ptérygoïdiens. Voilà, et les tissus avoisinants. Donc, comme on peut le voir, ce segment ptérygoïdien est un segment composé principalement d'artères musculaires, enfin des rameaux musculaires. Et enfin, on a donc la dernière portion, la portion ptérygo-palatine, hein, donc dans la fosse ptérygo-palatine du même nom, on va avoir donc là les trois branches principales. Il manque celle du canal ptérygoïdien, sauf si c'était celle qui était représentée avant. Voilà, il y a parfois d'autres artères qui sont décrites, donc ça c'est la buccale pour le muscle buccal, mais qui naissait de la portion antérieure. Bref, les trois principales branches, hormis donc, je vous l'ai dit, une artère du canal ptérygoïdien qui est souvent décrite, c'est donc l'artère sphénopalatine, qui est la vraie terminale de l'artère maxillaire, et qui va passer dans le foramen sphénopalatin pour se retrouver dans la cavité nasale et se distribuer ensuite donc aux fosses nasales et aussi aux cavités paranasales et donc au sinus paranasaux. Mais on a également des branches, donc on a une artère alvéolaire postéro-supérieure qui est l'équivalente de l'artère alvéolaire inférieure, qui va donc pénétrer dans l'os par un foramen ici au sein de l'os maxillaire, et du coup avoir le même trajet sans émergence, comme c'était le cas pour l'alvéolaire inférieur, qui avait une petite émergence à la pointe du menton. On a ici donc l'artère qui chemine au sein du maxillaire et qui se distribue à chacune des dents, à chacune racine des dents, et donc on a des rameaux incisifs. Donc elle est postéro-supérieure parce que parfois elle est rejointe par une branche supplémentaire qui naît soit directement de la maxillaire, soit d'une des branches collatérales de la maxillaire, à savoir donc soit l'alvéolaire supérieur, donc postéro-supérieur, qui a un tronc commun avec l'alvéolaire antéro-supérieur, soit de l'infra-orbitaire, avant qu'elle pénètre dans la fissure orbitaire inférieure, ou alors qu'elle est au sein de l'os, et donc elle va avoir un petit trajet ici qui n'est pas représenté, ce qui est dommage. Pourrait représenter les trajets en transparence, ça serait vraiment sympa, pour montrer évidemment la distribution de l'artère, des artères incisives, et enfin des artères, donc les incisives en avant, et puis canines, prémolaires, molaires. On a effectivement une distribution qui se fait, voilà, dent par dent, juste sauf à l'avant, où effectivement on a un petit rameau, parfois, qui va se distribuer aux deux incisives correspondantes. Voilà pour la portion ptérygopalatine, et on va juste aller voir maintenant au niveau de la sphénopalatine un petit peu où elle se termine. Voilà, donc là on regarde un petit peu la fissure orbitaire inférieure et là la fente sphénopalatine. Voilà, on l'a ici. Elle est là, la fente sphénopalatine, donc c'est par là que se termine l'artère maxillaire, enfin que l'artère maxillaire en passant par là devient sphénopalatine, et donc c'est sa terminaison. Et ensuite, eh bien, une fois qu'elle a traversé ici, on la retrouve ici. Voilà, donc elle arrive ici, au sein des fosses nasales, comme ceci, où elle va se diviser en plusieurs branches qui vont vasculariser les muqueuses des fosses nasales. Alors évidemment, elle ne sera pas toute seule dans la vascularisation de cette structure, puisqu'on aura les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, branches de l'ophtalmique, qui passeront à travers les lames criblées de l'ethmoïde pour se retrouver également dans les fosses nasales. Et donc on aura une distribution qui se fera au niveau donc des muqueuses des fosses nasales, mais également au niveau des sinus. Donc ici on a des cellules sphénoïdales, voilà,
pour l'os sphénoïde, et là on a des cellules ethmoïdiennes, et là on a des cellules frontales. Et on a également, évidemment, on va le voir, des sinus maxillaires, donc on va regarder ça sur une autre vue. Voilà, et donc les artères se distribuent également, donc on l'a vu, là on est au niveau des fosses nasales, on a les cellules ethmoïdes ici, en arrière on avait eu les cellules sphénoïdes, et donc ici on a les gros sinus maxillaires, ici, qui donc, eux aussi, sont vascularisés par les branches de la sphénopalatine, branche terminale de l'artère maxillaire. Et donc on peut voir d'ailleurs, ici c'est intéressant, la racine des dents, qui est voilà, au sein du sinus maxillaire. Et évidemment, vous connaissez certainement, vous avez déjà entendu parler, des incidences de certaines pathologies dentaires sur les sinus maxillaires, des infections dentaires qui peuvent se compliquer au niveau des voies ORL, enfin au niveau des sinus, ici maxillaires, à cause de cette proximité entre la racine des dents et le sinus maxillaire, et inversement, si vous avez déjà souffert d'une sinusite maxillaire, vous savez que ça peut parfois être très douloureux, même au niveau des dents et de l'arcade dentaire supérieure du côté correspondant. Voilà pour cette petite description, cette petite vue d'ensemble de l'artère carotide externe et ses branches, avec donc ce logiciel 3D qui reste très, très sympa, même si bon, il y a des choses qui pourraient être améliorées pour l'aspect pédagogique, mais bon, c'est déjà très bien d'avoir ça à disposition pour voir en 3 dimensions comment s'établissent les différentes structures anatomiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que je suis en train de mettre en place une plateforme de révision. Donc elle est pour l'instant en version bêta. Il y a du contenu gratuit. Alors pour l'instant il y a beaucoup de contenu gratuit. Il y a peu de contenu, donc il y a beaucoup de contenu gratuit. Donc accessible à tout, principalement de l'ostéologie. Je vais essayer de vraiment mettre l'ostéologie accessible à tous et à toutes. Et évidemment, donc vous retrouverez des vidéos de cours, des fiches, des questionnaires, des descriptions textuelles pour vous aider à progresser en anatomie. Et donc c'est très simple, si ça vous intéresse de rejoindre donc la plateforme en version bêta pour l'instant, eh bien c'est très simple, vous allez dans le descriptif de cette vidéo et il y aura un petit lien qui vous fait vous inscrire à la newsletter. Vous recevez ensuite une invitation pour rejoindre la plateforme, et ensuite vous avez accès à la plateforme pour une durée de 1 an. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à me faire des retours ou des suggestions ou des demandes pour les prochains contenus à apporter sur la plateforme et aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, eh bien je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao.